qu'on puisse vraiment commencer cet après-midi. Ça va être difficile de vous réveiller après ce bon repas, mais on va faire notre nécessaire pour vous intéresser au sujet de l'après-midi. Donc, comme on a vu ce matin, c'est toujours en fait, l'idée c'est toujours d'asseoir cette notion de dialogue public-privé dans la promotion en fait donc des investissements pour la partie cette fois-ci Afrique centrale et Afrique du Sud. Ensuite, on a un autre. Donc ça va se dérouler pendant 1 heure environ, donc de maintenant jusqu'à la pause à 15h, 15h15. Et après la pause, on ira voir un cas particulier en fait de la Southern Africa, et ensuite on finira par le closing remarks par David Lecoq et M. Daniel Schropp. Donc je vous invite donc vraiment à rester ici en fait donc pour toute l'après-midi. Sans trop tarder, pour ceux qui ont besoin finalement de la traduction, puisque la réunion, une partie de la réunion va se dérouler en anglais, une partie en français, donc n'hésitez pas à vous procurer en fait donc des écouteurs pour mieux suivre la discussion. Le premier panel sera donc en fait modéré par Monsieur Gérard Nchouabia. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Je m'excuse si ça a été mal dit. Qui est ingénieur commercial donc de formation. Il est expert, consultant en Afrique donc dans le domaine des énergies renouvelables. Il est aussi donc président fondateur de l'ACER, qui est l'association camerounaise pour les énergies renouvelables, et vice-président en même temps donc du comité technique des énergies nouvelles et renouvelables et de l'agence des normes de qualité au Cameroun. Et enfin, qui n'est pas des moindres, est directeur de publication du magazine panafricain Planète Verte Info. Alors, maintenant, Monsieur Nchouabia, je vous invite à venir ici et à introduire en fait donc vos panélistes et le sujet de votre discussion pour cet après-midi. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Voilà, je pense que ceux qui vont rater cette occasion, c'est l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, c'est l'Afrique qui est très importante. C'est l'essentiel de l'Afrique. J'aurais souhaité que tous ceux qui sont à l'extérieur puissent, n'est-ce pas, entrer pour pouvoir suivre ce panel de très haut niveau avec de très brillants panélistes. Voilà. Je suis M. Gérard Nchouabia, le président de l'association, président fondateur de l'association camerounaise pour les énergies renouvelables. Je suis expert dans le domaine solaire photovoltaïque. Je réside en France, à Paris, France. ACER est une association régulièrement déclarée au Cameroun en loi 1990 et en France loi 1901. Donc ACER a une ancrage international. Ceci étant, il me va, n'est-ce pas, il m'a l'honneur de remercier l'ARE qui a une convention avec l'ACER pour ce forum, ce grand événement qui, n'est-ce pas, où on a trouvé des panélistes de haut niveau. Et, alors, maintenant, pour commencer à l'entame, n'est-ce pas, de ce discours, nous parlons du dialogue public-privé. Je vais d'ailleurs, n'est-ce pas, introduire les brillants panélistes qui sont composés de deux compartiments. Les panélistes qui sont, n'est-ce pas, qui font partie du gouvernement des pays respectifs. Et ensuite, n'est-ce pas, le secteur privé. Je vais devoir, n'est-ce pas, j'ai l'honneur d'appeler M. Valéry Nkoué, le directeur des énergies renouvelables du Cameroun, n'est-ce pas, pour qu'il vienne s'installer. Et ensuite, j'ai l'honneur de présenter, d'inviter M. Chinamula, qui est le directeur général de l'Agence nationale d'éducation et des services énergétiques et urbains au Congo, la RDC. Cette Et ensuite, c'est M. Jolino de Madagascar, que j'aurai le plaisir de retrouver, n'est-ce pas, sur cette estrade. Voilà les représentants, n'est-ce pas, du gouvernement, pour ne pas dire le secteur public. Comme je vous disais à l'entame, il y a notre panéliste est, n'est-ce pas, hétéroclite. Hétéroclite, ça veut dire qu'il y a une configuration secteur public et une autre configuration secteur privé.
Maintenant, pour le secteur société civile, hein, je me permets, n'est-ce pas, de présenter Mme Okobo, qui est la directrice exécutive de l'ACR. C'est une association citoyenne en République démocratique Congo. Elle aura le soin de se présenter, n'est-ce pas, son association. Maintenant, les deux grands brillants panélistes du secteur privé, c'est M. Chauvelin de Sagecom et M. Hénin, que j'invite sur le plateau. Voilà. Je vous remercie. Alors, comme je vous disais, le dialogue public-privé. Le dialogue public-privé sur les opportunités, n'est-ce pas, d'affaires et d'investissements sur des énergies renouvelables en Afrique centrale. Alors, je vais d'abord planter le décor. Vous savez, l'Afrique centrale, c'est la partie de l'Afrique qui est le parent pauvre en ce qui concerne les initiatives en matière d'énergie renouvelable au niveau des investissements, contrairement à l'Afrique de l'Est. Voilà. L'Afrique centrale, c'est le parent pauvre, effectivement. Ça veut dire, malgré beaucoup d'initiatives qui ont été prises pour promouvoir l'investissement, pour promouvoir ce secteur d'énergie, il y a toujours des entraves. Le secteur d'énergie renouvelable se bute à beaucoup d'entraves d'ordre institutionnel comme réglementaire dans cette partie de l'Afrique. Voilà. Maintenant, je passerai la parole à M. Valinkwe, qui va présenter, n'est-ce pas, les opportunités du marché au Cameroun. Alors, sur les opportunités d'affaires et d'investissement dans le domaine austral, et nous allons particulièrement nous intéresser au cas du carte du monde qui montre les disparités du niveau de l'électricité. Dans le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, près de 600 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité ouverte. N'est-ce pas, tant au milieu rural, où il n'est que de 40%, et c'est en milieu urbain qu'il atteint les 80%. On a des délestages réguliers dans le pays. Nous avons un réseau, nous avons 2 réseaux interconnectés. National qui est encore non couvert par le beaucoup plus pourtant, le Cameroun est très riche, un potentiel assez riche en énergie renouvelable, comme vous pouvez le voir. La forêt couvre environ 22 millions d'hectares, soit à peu près 46% de la superficie totale. Donc, là, c'est important en termes de biomasse. La radiation solaire est assez important et assez intéressant, surtout dans la partie septentrionale. Les 5 kWh par mètre carré par jour avec un potentiel. Donc, le potentiel en énergie éolienne est assez modeste, mais il y a des endroits où les vitesses de vent peuvent atteindre 5 mètres par seconde. Pour le moment, il n'y a pas encore d'investissement dans le secteur des. Qui concerne l'hydroélectricité, le Cameroun est le second potentiel africain. Après, un potentiel assez intéressant en ce qui concerne, qui peut correspondre à un productible par an. Et je dois
Jusqu'à ce jour, moins de pour pouvoir développer tout au moins des investisseurs intéressés pour déposer leur... Alors, la situation énergétique actuelle, vous voyez, cette carte vous présente un peu comment est structuré le secteur. Nous avons à peu près 10 qui est l'énergie produite. Et que la biomasse, hein, c'est ça qui est... L'énergie moderne n'est pas suffisamment développée. La cuisson se fait essentiellement à la biomasse, même l'éclairage, hein, donc le bois de feu est utilisé même pour s'éclairer, même parfois, malgré le riche potentiel en énergie hydroélectrique, est moins de 7%. Et de manière globale, la puissance installée au Cameroun n'atteint pas encore les 2000 MWh. Alors, donc, je l'ai dit, les opportunités d'affaires sont assez riches et nombreuses. L'objectif politique est de porter à 25% la part des énergies renouvelables dans le mix électrique à l'horizon 2030, 660 MW pour la petite hydro. Un grand programme de développement de la petite hydro, pour ceux qui sont intéressés, un programme de 50 petites centrales hydroélectriques. La fin d'année, c'est sur 10 ans. D'ici 2035, 300 à peine à 60 MW. Donc, nous envisageons 420 d'investissements qui existent dans le secteur des énergies renouvelables au niveau du Cameroun. Il y en a d'autres, hein, notamment nous avons un programme d'hybridation des centrales thermiques. Vous savez que les centrales thermiques coûtent le pétrole coûte cher. Donc l'idée, c'est de les accoupler, les hybrider avec les centrales solaires. Donc voilà, ils vont être également lancés sur que j'ai couvert les 5 minutes qui... On fasse un tonnerre d'applaudissements parce que j'aurais souhaité que chaque fois que
un panéliste qu'on applaudisse. Merci. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Merci. Voilà, je pense que c'est toujours un réel plaisir de savoir que le secteur public, comme le secteur privé, est passionné, ne serait-ce sur ces questions d'investissement dans ce domaine des énergies renouvelables. Tout le monde le sait, l'Afrique a 600 millions, n'est-ce pas, d'habitants non connectés au réseau, qui n'ont pas accès à l'énergie. Ça veut dire 70% de la population rurale. Voilà, c'est pour ça que je dis encore bravo. Et je m'en vais passer la parole à un autre directeur général dans le secteur public, à M. Chinamula Isdebal, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, présenter l'opportunité en RDC. Je voudrais effectivement commencer par remercier les organisateurs pour l'invitation. Donc, je m'appelle Idesval Chinamula, directeur général de l'Agence d'électrification rurale et périurbaine de la République démocratique du Congo. Donc, je voudrais remercier ici l'ARE pour l'invitation, la Banque africaine de développement et bien entendu. Au nom de la République démocratique du Congo, nous allons donc très rapidement présenter ces quelques slides, excusez-moi, qui montre effectivement notre engagement. Nous sommes vraiment dans la pratique déjà et c'est sur ça qu'on a focalisé plutôt la présentation, sur les aspects concrets, pratiques, sur lesquels nous sommes avec les secteurs privés, parce que nous avons compris que tout à l'heure, après cette réunion, nous allons avoir une table ronde spécifique pour la RDC, sur la RDC, et là nous allons entrer dans les détails pour vous présenter un certain nombre de choses particulières pour la RDC. Comme c'est un panel collectif avec les autres pays, nous allons directement donc sur la relation avec le secteur privé qui est structurée par ACERT. ACERT, c'est l'Association congolaise pour les énergies renouvelables et décentralisées, dont les membres sont également dans ces panels, et qui constitue en fait la voix de l'industrie chez nous. C'est avec cette structure que nous dialoguons. Et c'est une structure fédératrice qui porte donc la voix de l'industrie et qui regroupe une série, donc un nombre assez important d'entreprises avec lesquels nous avons un dialogue de manière permanente. Donc ça nous permet effectivement d'avoir un dialogue structuré avec les secteurs privés sur les potentiels. Comme vous savez, la RDC c'est un vaste pays, un potentiel immense. Aujourd'hui, pratiquement, c'est le plus grand marché qui se présente en termes africains, justement à cause du retard accumulé pour l'électrification du pays. Donc la CERD, c'est justement l'industrie avec laquelle nous dialoguons. Et nous avons donc aujourd'hui, avec ce dialogue, permis de bâtir un climat de confiance très très important. Aujourd'hui, nous avons, c'est un canal également que nous utilisons pour pouvoir, bien sûr, contribuer à la mobilisation du secteur privé dans tous les appels d'offres que nous lançons. Nous allons voir les résultats tout à l'heure. Et donc, en 2 ans, l'association, je parle sous contrôle bien sûr de la CERT, est passée de membres en termes de 21 membres à plus de 50 membres aujourd'hui. Je sais que c'est davantage plus de 50, ils reviendront sur les nombres. Et aujourd'hui, parmi les résultats, nous avons lancé au niveau sur financement, sur fonds propres, donc les fonds publics en tant qu'organe de l'État, nous avons lancé environ 31 marchés et nous avons reçu sur les offres que nous avons lancées environ 161 propositions, donc réponses. Ça veut dire que à chacun de nos marchés, nous avons reçu des feedbacks positifs. On peut faire une moyenne pratiquement de 5 à 6 propositions par marché. Ce qui montre que nous avons un secteur privé assez dynamique pour un marché jeune qui est en train de se mettre en place dans les contextes de la RDC. Nous ne sommes qu'à notre 2e, 3e année et avoir un niveau de réponse aussi impressionnant. Je pense que c'est justement parce que nous utilisons ces canaux de dialogue justement avec les secteurs privés. Et nous considérons que c'est un bon débit pour nous et nous espérons bien sûr qu'on pourra aller davantage plus loin que ça. Alors, quels sont ces marchés que nous avons lancés? Donc, c'est des marchés de travaux, c'est des marchés de prestations, des fournitures, et ainsi de suite que nous avons lancé à ce jour. Et pour ça, nous travaillons sur le montage des projets. Vous savez, l'électrification rurale et périurbaine va de pair avec, bien sûr, des financements, et des financements très importants, et pour l'instant, dont l'État est en train de pourvoir, et évidemment, bien sûr, avec d'autres partenaires. Mais c'est l'État qui montre la voie, parce que le secteur privé a tendance, malgré la libéralisation du secteur de l'électricité, le secteur privé a tendance à se cantonner dans les grandes villes, sinon à aller dans les zones minières,
ou les zones où il y a une activité économique importante. Et les zones rurales et périurbaines, généralement, ne sont pas attrayantes à première vue pour le secteur privé. C'est dans ce sens-là que les premiers investissements, c'est l'État congolais qui finance. Et sur cette base-là, nous faisons de la démonstration qu'il y a une demande qui dort, une demande qui n'est pas visible. Sur base de tous les investissements que nous avons mis en place aujourd'hui, nous avons vu effectivement, on commence avec une centrale de 200 kW crête, mais nous voyons que tout de suite là, la demande explose, alors qu'au départ, la demande était limitée. Et donc, le secteur privé voit qu'il y a de l'intérêt pour pouvoir étendre cela. Et pour cela aussi, il y a un levier très très important que nous mettons en place. Donc, nous avons les contrats pour d'abord la construction. C'est les privés qui construisent, nous finançons. Et donc, nous signons des contrats EPC avec les secteurs privés pour la construction. Et puis maintenant, le deuxième type de contrat que nous allons signer avec les secteurs privés, c'est les contrats d'exploitation et d'extension éventuellement. Donc ça, c'est également une perspective très, très alléchante pour pouvoir nous engager avec les secteurs privés. Alors, aujourd'hui, un outil important que nous avons mis en place, c'est les fonds Mwinda. Le fonds Mwinda qui est un fonds de subsides, justement pour pouvoir toujours contribuer à dérisquer les investissements dans les milieux ruraux et périurbains. Nous avons créé un fonds de subsides, c'est ce qui a été fait également dans plusieurs autres pays. Et pour ce qui nous concerne, voici un tout petit peu l'impact que ces fonds ont généré aujourd'hui. Si vous voyez toutes ces couleurs vertes et couleurs jaunes, c'est en fait l'impact direct des subsides qui a amené les investisseurs, les entreprises à quitter. Aujourd'hui, avant l'intervention de ces fonds Mwinda, les entreprises étaient cantonnées dans 13 territoires, c'est ce que nous avons compté, mais nous avons aujourd'hui 49 territoires de la RDC qui sont conquis par les investissements, par les entreprises privées, qui vont aller dans des zones parfois enclavées, dans des zones parfois difficiles, justement parce qu'il y a un fonds, un subside que nous avons mis en place. Et donc ça, c'est un impact réel, un impact évident qui montre effectivement que les subsides marchent comme incitation pour pouvoir nous engager avec les secteurs privés. Et la bonne nouvelle que j'ai annoncée, c'est que ce subside est en train de s'accroître en termes de volume, en termes de capitalisation. On avait commencé avec un premier fonds fourni par le gouvernement congolais de 5 millions de dollars, mais aujourd'hui, notre subside, notre fonds levier, l'onglet qu'on nous appelons fonds Mwinda, a aujourd'hui reçu une capitalisation de la part de la Banque mondiale de 63 millions en plus, et puis il y a d'autres fonds, d'autres partenaires donateurs qui sont en train de se positionner pour pouvoir apporter davantage de fonds dans ces subsides-là. Ce qui veut dire que nous allons avoir des ressources plus importantes dans les jours qui viennent, et donc ça pourra être encore incité davantage des entreprises à se joindre à nous dans le cas de ces marchés sur les fonds de subsides, qui a un impact très très réel. Alors, les messages les plus importants, c'est qu'au-delà du fonds, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en train de construire plusieurs mini-microcentrales à travers l'ensemble du pays, aujourd'hui, sur financement du gouvernement congolais. Et comme je le disais tout à l'heure, nous voulons confier l'exploitation à des secteurs privés, au secteur privé. Donc, premier axe des partenariats avec les privés, c'est la construction. Nous avons signé des contrats EPC pour la construction et le développement. Le deuxième type de contrat que nous voulons signer avec le secteur privé, c'est maintenant sur l'exploitation et les passages à échelle. Et donc, pour ça, nous appelons, nous vous informons que ça sera quand même une cinquantaine d'ouvrages et davantage d'ailleurs, une centaine d'ouvrages qui seront ainsi mis à la disposition du secteur privé et pour lesquels en ce moment nous sommes en train de préparer les documents de contractualisation, nous sommes en train de travailler sur les modèles de contrats, nous sommes en train de préparer comment la gestion, les modalités concrètes de la gestion sur base d'une étude qui est en cours en ce moment en République démocratique du Congo pour pouvoir examiner les risques entre les secteurs privés et les secteurs privés pour pouvoir nous répartir les risques. Donc l'étude s'appelle l'étude de faisabilité sur les partenariats publics-privés dans le cadre de l'électrification rurale et périurbaine. Et donc les résultats de cette étude, les documents de contractualisation, tout cela sera présenté à la table ronde que nous préparons en RDC les 24 et les 25. C'est plutôt les 25 et les 26 mai. Donc on peut corriger, on s'excuse. C'est les 25 et les 26 mai. Nous allons donc avoir une grande table ronde avec les secteurs privés parce qu'au cours de cette année 2023, nous allons avoir à peu près, minimum ça va être 50 mini-microcentrales photovoltaïques, solaires photovoltaïques, y compris aussi hydroélectricité, que nous allons livrer
financés totalement par les gouvernements, mais pour lesquels nous voulons mettre à la disposition du secteur privé pour l'exploitation et éventuellement l'extension pour étendre ça, passer à l'échelle. Parce qu'on a commencé petit, 200, 500, 300 kW crête, mais peut-être que la demande sur place est plus importante que ça. Et donc, les privés peuvent venir mettre son argent et probablement nous allons voir est-ce que dans les CAPEX, notre investissement va être converti en subside dans les CAPEX. Est-ce que nous allons répartir les parts? Comment ça va se passer? C'est des questions très importantes sur lesquelles nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir. Et donc, nous allons discuter de tout cela à la table ronde à laquelle je vous invite, ceux qui sont intéressés, bien entendu, les 25 et les 26 mai 2023 à Kinshasa. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur général. Je demande d'applaudir pour le directeur général. Merci. Comme je disais, le Congo, le RDC Congo, n'est-ce pas, a du gros potentiel. Hein. C'est plus de 84 millions d'habitants, le Congo-Kinshasa, donc Congo-RDC. C'est très important ce que venait de dire monsieur le directeur général. Et là, je pense que l'alerte est lancée, comme on le dit, le signal est lancé, les investisseurs doivent, n'est-ce pas, se rouer en Afrique centrale. Voilà. Et il y a des projets qui nous attendent. Ceux qui ont voulu, n'est-ce pas, échanger profondément avec le directeur général, je pense qu'à la fin, ils le verront pour ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Et alors, je vais passer à l'île, Madagascar. Donc, je vais donner la parole, donner la parole à monsieur Jolinet Banamoro, n'est-ce pas, pour qu'il puisse présenter les opportunités à Madagascar. Voilà. Je tiens à me présenter. Je suis Jolinet Vanomar, directeur technique de l'Agence de développement de l'électrification. C'est un organisme étatique qui émane de l'électrification dans les zones rurales et périurbaines de la Grande Île. Je profite aussi de cette occasion pour remercier l'organisateur d'avoir nous donné l'opportunité d'investissement à Madagascar. Et étant donné qu'il y a plusieurs opportunités, mais je vais me focaliser sur le cas de l'électrification rurale et des opportunités dans le territoire. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est nécessaire de vous partager un peu le contexte de notre pays. Donc, comme vous savez, Madagascar est une île de 587 000 km², là où vivent 29 millions d'habitants, dont 20% en milieu urbain et le reste se trouve en milieu rural et périurbain. Nous avons beaucoup de potentialités en énergie renouvelable. Si je ne parle que de l'hydroélectricité, dont ce qui est exploité actuellement ne représente que 3%. Nous avons également, comme tous les pays africains, de radiation solaire plus de 2000 kWh par mètre carré par an, sans oublier donc le potentiel en éolienne que nous avons dans la partie nord et la partie sud de la Grande Île. Étant donné que Madagascar a signé aussi la Convention sur l'objectif de développement durable qui vise donc un accès universel en 2030, alors que le taux d'accès actuellement est estimé à 30%, cela signifie que nous avons donc beaucoup à faire en termes d'électrification du pays. Je pense que l'assistance est composée de plusieurs acteurs, entre autres des partenaires techniques et financiers, et également des prestataires de services, des fournisseurs d'équipements. C'est pour cette raison que je vais essayer donc d'indiquer l'opportunité pour chaque type d'acteur. L'ADER a lancé cette année l'appel à projet numéro 6, dont le résultat sera connu d'ici 2 ou 3 mois. Cet appel à projet se passe en 2 étapes. La première étape consiste donc à vérifier la capacité technique et financière de firmes. Et c'est en 2e étape que l'opérateur qui seront chargés de gérer le service public seront sélectionnés sur la base du nombre de clients à raccorder et également sur la base de la subvention à demander. Donc, premièrement, je vais m'adresser
aux bailleurs de fonds ou bien à des firmes donc, qui vont gérer des fonds sur le climat ou bien des fonds à utiliser dans la tête de l'objectif de développement durable numéro 7. Donc, dans le cadre de ces appels à projets-là, nous avons besoin d'appui, étant donné que l'enveloppe que j'ai indiquée sur l'écran est assez conséquente et que l'État seul ne peut pas donc se prétendre à trouver cette enveloppe-là. Donc, du coup, pour pouvoir faire bénéficier au nombre de la population qui est de l'ordre de 4 millions, nous sollicitons votre appui à réaliser donc le projet que nous voudrons concrétiser. À part ça, dans le cadre de ces appels à projets-là, des études d'impact environnemental et social, des études de faisabilité et aussi des études d'avant-projet détaillées sont nécessaires avant que l'opérateur choisi pour assurer le service public signe un contrat avec l'État. Donc, du coup, ces activités-là aussi figurent parmi l'opportunité donc, pour les prestataires de services qui sont spécialisés dans les études que j'ai évoquées tout à l'heure. À part ça, vous trouvez aussi sur les slides qu'il y a plus de 10 MW crête de solaire et aussi 60 MWh de stockage en batterie qui sont nécessaires pour la réalisation de ces projets, sans parler le nombre de lignes moyenne tension et basse tension qui sont à construire. Cela sous-entend déjà que ces lignes-là vont avec les poteaux, les câbles et les accessoires qui sont nécessaires à leur construction. Nous nous adressons également aux vendeurs des équipements parce que je pense que c'est une opportunité énorme aussi pour eux. À part ça, à partir du deuxième semestre de cette année, nous allons lancer l'appel à projet numéro 7 qui va toucher donc 4 régions. Et à l'année prochaine, nous allons lancer l'appel à projet numéro 8 et l'appel à projet numéro 9. Donc, j'invite aussi les firmes qui sont intéressées à gérer le service public pendant un certain temps, selon le contrat assigné avec l'État, à manifester votre intérêt. En fait, donc, même si vous n'avez pas si votre société n'a pas la nationalité malgache, vous êtes éligible, mais c'est surtout au moment de la signature du contrat que vous devez créer une société de projet de nationalité malgache et qui respecte la réglementation nationale. Et en dernier lieu, mais ce n'est pas le moins important, ce sont les services financiers, étant donné qu'il s'agit de partenariats publics-privés. Donc, les sociétés qui sont sélectionnées pour gérer le service public ont besoin de votre appui. Je ne parle que de garanties sur le taux d'échange, le garantie sur les aléas climatiques et bien évidemment sous forme de prêt ou sous forme d'equity. Donc, du coup, nous vous invitons également à prêter main forte dans la réalisation de ce projet-là. À part ça, dans le cadre des appels à projets que nous avons lancés auparavant, il y a donc des opérateurs qui opèrent dans 4 régions qui ont vraiment besoin d'appui financier. Certains de ces projets sont déjà fonctionnels. Il y en a d'autres qui viennent de commencer. Et vous voyez là sur l'écran le cap de financement nécessaire. Donc, après cette séance, donc, si vous êtes intéressé, nous sommes prêts à faire une sorte de relais entre vous et les opérateurs qui sont présents à Madagascar. En dernier lieu, je vais vous dire la raison pour laquelle donc, vous pourriez, pourquoi pas, vous devriez choisir Madagascar dans le cadre du développement des énergies renouvelables ou de l'électricité rurale décentralisée. Premièrement, l'État donc accorde des faveurs fiscales pour les énergies renouvelables. Ça se présente sous forme d'exemption de TVA et de droits de douane pour les équipements de production. Donc, je pense que c'est déjà un droit. Il n'y a pas de procédure à suivre parce que c'est déjà inscrit
dans notre code de douane. Deuxièmement, étant donné que les équipements nécessaires aux productions et aux distributions des renouvelables ne sont pas seulement les équipements de production, donc l'État aussi prend en charge les droits et taxes d'importation pour ces équipements-là. Là, donc, à l'issue de la validation de l'APD, l'opérateur peut s'approcher de l'ADER donc, pour entamer les démarches y afférentes. Et il y a déjà beaucoup de projets qui ont bénéficié de ces prises en charge des droits et taxes d'importation à Madagascar. En dernier lieu, ce qui concerne la faveur fiscale, l'État aussi donne des réductions d'impôts à hauteur de 50% de la partie investie par la partie privée. Mais cette réduction-là peut être donc s'étalonner pendant la période de 5 premières années d'exploitation. Le deuxième point que je veux vous évoquer pour vous inciter à choisir Madagascar, c'est l'abondance des sources renouvelables que j'ai déjà donc cité tout au début de mon intervention. Nous avons l'hydroélectricité, nous avons le soleil comme tous les autres pays africains, sans oublier l'éolienne. À part ça, en ce qui concerne l'aspect législatif et réglementaire, étant donné que ça constitue donc généralement un facteur bloquant et aussi donc une hésitation pour le secteur privé à venir à Madagascar, dans d'autres pays plutôt, je peux vous dire que nous avons un cadre institutionnel clair qui donc détaille clairement la responsabilité de chaque entité. Là, donc, je parle de gouvernance. Nous avons aussi simplifié les procédures pour le développement de l'énergie renouvelable et actuellement, en collaboration avec l'agence qui est en charge de promotion d'investissement à Madagascar, qui est le DBM, nous avons élaboré une sorte de manuel de procédure à l'endroit des investisseurs qui souhaitent venir à Madagascar pour leur donner donc des idées claires sur les différentes étapes et les procédures à suivre. Je pense que ce manuel de procédure-là sera disponible d'ici peu. À part ça, comme tous les autres pays en Afrique, donc le secteur est déjà libéralisé, aussi bien en production, en transport qu'en distribution d'électricité. Mais il fallait qu'on suive donc les différentes procédures législatives et réglementaires. Le dernier point pour vous attirer à Madagascar, c'est l'attractivité du marché. Donc, nous constatons que la demande énergétique est croissante dans le secteur primaire et secondaire à Madagascar. Et Madagascar aussi est membre des communautés régionales en commerce, donc comme la COI, la SADC et la COMESA, qui vont certainement faciliter les échanges. Ainsi s'achève ma petite présentation. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Votre tonnerre applaudissement, s'il vous plaît. Merci pour l'applaudissement. Voilà. Merci, M. Jolinet. Vous avez élaboré majestueusement, n'est-ce pas, vous avez présenté les opportunités d'affaires à Madagascar. Il y a un réel marché, comme vous avez dû le constater. Il y a un réel marché à Madagascar avec les avantages incitatifs. Les avantages fiscaux incitatifs. C'est très important. Alors, moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que les investisseurs tardent à traîner les pas pour aller en Afrique centrale? Avec autant d'appui, d'accompagnement, n'est-ce pas, des incitations et autres. Alors, je pense que cette question va être, n'est-ce pas, sera répondue un peu plus tard. Je vais d'aller passer la parole à la directrice exécutive, Mme Moukobe, pour qu'elle, n'est-ce pas, essaye demain. C'est une expérience réussie. C'est-à-dire l'expérience secteur public-privé. L'exemple du Congo, vous l'avez si bien que le directeur général le présentait, c'est un exemple harmonieux, bien réussi. J'aurais souhaité que Mme Moukoube présente la CED différente de la CER. Il faut faire la distinction. Voilà. La CED est différente de la CER. Et il faut savoir que la CER est plus vieux que la CED. Bon, c'est une précision. Et comme ça, ensuite, elle pourra aussi me répondre à la question, n'est-ce pas, l'épineuse question sur ce qu'on appelle l'expérience du partenariat public-privé qui est réussi dans ce domaine. Est-ce que les entreprises du Congo-Kinshasa, n'est-ce pas, travaillent sereinement avec le secteur public? Je vous remercie, Mme Okouba.
Merci bien, cher modérateur. Bonjour à tous. Je suis Moukobo Catherine, directrice exécutive de l'Association congolaise des énergies renouvelables et décentralisées de la RDC. Merci à l'ARE, merci à vous tous qui êtes présents et merci à notre DG, le secteur public, qui a bien voulu nous mettre en valeur aujourd'hui parce que cela démontre effectivement du lien qui devrait et qui doit exister entre le secteur public et le secteur privé dans nos pays africains. Aujourd'hui, nos pays africains connaissent une économie liée aux énergies renouvelables qui est très jeune et qui est naissante pour certains, ce qui est le cas de la RDC. Et je peux vous garantir que si nous n'avions pas le soutien de notre gouvernement à travers l'Agence d'électrification rurale, je ne pense pas qu'on aurait pu avoir les résultats qui ont été présentés tout à l'heure et qui vont vous être présentés dans la session qui suit. Donc aujourd'hui, je confirme effectivement qu'en RDC, il y a une nette et claire relation qui existe entre le secteur public et le secteur privé. Un dialogue qui est dynamique et continu, et ce n'est pas parce qu'il existe qu'il doit s'arrêter en fait. Il existe et comme je dis, il est dynamique, il doit continuer parce qu'il va grandir au fur et à mesure que le secteur aussi va grandir et au fur et à mesure que les investissements ou les compagnies vont intégrer le secteur de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes encore en sous-nombre, je vais le dire, parce que la taille du pays, la taille des investissements dont nous avons besoin n'est pas encore atteinte. Donc nous sommes en sous-nombre parce que, peut-être parce que le secteur est jeune pour nous, mais aussi je pense qu'il y avait un flou au départ, il y a quelques années, et les énergies renouvelables n'étaient pas reconnues comme une solution pour l'électrification de la RDC. Nous avons travaillé avec un seul modèle, qui était le modèle du grand projet INGA, et aujourd'hui, le dialogue qui nous lie aujourd'hui avec le secteur privé a intégré la notion d'un mix énergétique qui, lui, aujourd'hui, vient apporter toutes les autres solutions et donc tous les autres acteurs disponibles à investir ou qui souhaiteraient investir en RDC. Mais bien sûr, cela, c'est grâce, bien sûr, aux efforts du gouvernement, déjà par la libération de la loi, il y a de cela presque quelques années, depuis 2014, qui nous donne cette opportunité aujourd'hui. Certes, c'est vrai, vous allez nous dire depuis 2014, pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui, en 2022, mais je pense que nous connaissons plus ou moins les tractations que connaissent les différents gouvernements et celui de notre pays. Ça a pris le temps. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous focaliser sur ce que nous sommes en train de faire maintenant, comment nous allons y arriver et avoir un avenir meilleur pour les énergies renouvelables. Nous avons initié plusieurs activités, plusieurs mécanismes en collaboration avec le gouvernement, le Fonds Mouinda en est un. Nous avons quelques dialogues qui ont pris place déjà et nous sommes étroitement, comme je le dis, liés avec notre secteur public. À l'instar des autres pays, je vais reconnaître quand même que nous avons encore un pas à franchir parce que nous avons entendu tout à l'heure qu'au Sénégal, au Niger, au Togo et même là à Madagascar, il y a déjà quelques mécanismes qui ont été mis en place qui démontrent que nous arrivons ou nous allons atteindre des résultats un peu plus avancés. En RDC, nous sommes encore en discussion avec le gouvernement. Il y a quelques allègements fiscaux, mais nous estimons que ce n'est pas suffisant. On peut encore faire un peu plus que cela, vu la taille du potentiel et le besoin d'électricité. Continuez à vous poser des questions parce que vous êtes très intéressante. Vous voyez, quand vous êtes intéressante, ça veut dire que les questions fusent. Merci. Voilà, moi, ce n'est pas une question, je fais toujours de l'observation. Est-ce que dans ce cas de partenariat du secteur, est-ce que, n'est-ce pas, ce partenariat harmonieux entre le secteur privé et le secteur public vous permet, n'est-ce pas, de mettre en place des process, des normes de renforcement de capacité, n'est-ce pas, de vos collaborateurs? Exactement, tout à fait. Ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est que le secteur public a compris qu'il devrait composer avec le secteur privé. Élaborer des lois, la législation, à un certain moment, elle est faite dans un seul camp.
Aujourd'hui, on compose avec le secteur privé pour être sûr que les lois que nous mettons en place, que les mécanismes que nous mettons en place rencontrent le secteur privé. Sinon, il est presque inutile de dire qu'il faut lancer des appels d'offres quand nous ne pouvons pas capturer ces appels d'offres-là parce que la loi ne le permet pas ou tout simplement parce que les mécanismes mis en place ne le permettent pas. Donc le dialogue que nous avons aujourd'hui, que moi j'appelle dynamique, c'est justement parce que nous voulons participer dès la phase de conception à toutes les décisions gouvernementales du secteur privé qui vont être mises en marge pour nous permettre de pouvoir absorber justement et d'accompagner le secteur public dans ses efforts d'électrification et d'accès à l'énergie pour la population, pour les populations de la RDC. Il faut aussi le citer, le gouvernement nous a lancé un défi, c'est un objectif de 30% à l'horizon 2024-2025 d'un taux d'électrification qui aujourd'hui est très faible. Pour y arriver, il s'est rendu compte qu'il doit composer avec le secteur privé aujourd'hui. Et c'est là le départ de notre relation avec le secteur public. Merci, merci Madame Catherine, merci beaucoup. Voilà, je pense que je vais embrayer. Nous avons vu là la présentation des trois responsables du gouvernement, des pays respectifs. Ensuite, nous avons vu la présentation de Madame la directrice exécutive d'ACER, qui est une société civile, qui engrange, n'est-ce pas, qui fédère les entreprises congolaises dans le domaine. C'est très important. Elle vient toutefois de vous relever l'importance, la pertinence, la substance, n'est-ce pas, du renforcement des capacités et des normes. C'est très important. Moi, je suis, en tant que vice-président du comité technique CT19 au Cameroun, de la norme, de l'agent de normalisation, je suis preneur pour les normes CE. Alors, il va falloir que l'Afrique ne soit pas la poubelle, n'est-ce pas, de certains pays asiatiques où on vient déposer les produits de mauvaise qualité. Je remercie et je vous demande d'applaudir encore une fois pour Mme Catherine. Merci. Je vais passer la parole au secteur privé, aux entreprises. Monsieur Chauvelin, de Sagecom. Alors, je pense que, dites-moi, Monsieur Chauvelin, vous êtes responsable, vous êtes le directeur général de Sagecom. Vous êtes directeur général de Sagecom, Énergie Sagecom. Je pense que vous avez eu déjà à développer des projets dans des pays. Alors, quelles sont les opportunités, quelles sont les offres que vous avez eues? Est-ce que vous avez eu des défis? Vous avez eu des entraves? Quelles sont les écueils que vous avez rencontrées sur le terrain? Je vous remercie. Bonjour à tous. Merci, monsieur le modérateur. Je remercie aussi l'ARED de nous permettre de participer à ce panel. Sagemcom, nous sommes une société EPC qui intervient essentiellement sur l'Afrique, enfin pour la branche EPC. Et sur l'Afrique, nous appuyons sur 22 filiales que nous avons dans les différents pays africains. Et puisque là, on parle de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe, nous sommes présents donc dans les différents pays représentés ici, que sont la DRC, le Cameroun et Madagascar. Alors, nous, notre rôle, c'est d'apporter des solutions technologiques, de savoir les implémenter dans les pays, c'est-à-dire d'avoir la logistique, l'organisation, et ainsi de suite, pour les implémenter de manière, je dirais, parfaite, et fonctionne très bien à la fin, et que l'argent qui est investi dans ces projets soit pérenne. Et donc, sur ces différents pays-là, nous avons nos filiales. Et pour parler de partenariat public-privé, nous travaillons à la fois avec le secteur public. Donc, monsieur le directeur général de l'agence d'électrification de DRC parlait tout à l'heure de projets EPC qui allaient se faire sur la DRC. Donc, typiquement, c'est des types de projets sur lesquels on pourra se positionner. Mais on peut aussi accompagner des développeurs privés qui vont aller faire des projets et qui vont s'appuyer sur nos compétences techniques et de déploiement pour faire ces projets. Nous intervenons à la fois dans les mini-réseaux et aussi dans les centrales solaires. Donc là, on a les bons exemples de partenariats qu'il y a pu y avoir avec les différentes agences présentes ou pays présents. Je commencerai par exemple par Madagascar, qui est le pays sur lequel nous avons débuté à travailler sur l'électrification rurale. On a fait des réseaux pilotes à Madagascar pour comprendre quelle était la problématique de l'électrification rurale. C'était en 2017 exactement. Et développer une solution technologique un peu innovante, communicante, pour répondre à ce besoin d'électrification rurale. On a pu s'appuyer sur un financement de la Direction générale du Trésor français
pour faire des études de faisabilité sur 140 villages à Madagascar, au profit de l'ADER. Donc là, c'est typiquement un partenariat public-privé, qui a permis ensuite de développer des mini-réseaux pour des sociétés, pour des développeurs privés sur Madagascar. Nous avons aussi sur Madagascar un partenaire développeur de mini-réseaux que nous accompagnons comme EPC et comme actionnaire, mais minoritaire. Et ce développeur, aujourd'hui, va avoir, cette année, qui s'appelle WeLight, une 50aine de mini-réseaux opérationnels sur Madagascar. Ce développeur peut aussi être intéressé, venir sur la RDC pour au développement de l'électrification rurale en RDC. Par ailleurs, sur Madagascar, on a fait des centrales solaires, comme EPC, pour des développeurs privés. Et on a fait la même chose au Cameroun. On a fait une centrale solaire d'1 méga 3 pour alimenter l'aéroport de Douala, toujours en tant que contrat EPC. Alors, quelles sont nos difficultés en tant qu'EPC? La principale difficulté, c'est qu'il faut qu'il y ait des projets. Donc, la lenteur qu'il peut y avoir des fois pour que les projets sortent, donc souvent dû à des problèmes soit de réglementation, soit de financement, fait que derrière, nous, tant qu'il n'y a pas de projet, on ne peut pas se positionner pour participer au développement des pays. Maintenant, lorsqu'il y a, entre guillemets, du grain à moudre, qu'il y a des projets, là, c'est là qu'il faut qu'on a tout notre rôle d'apporter les solutions techniques et de réaliser ces projets dans les temps impartis. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps, mais c'est en gros notre positionnement. Ok, merci M. Chauvelin, merci. Voilà, je vais vous avez indiqué, n'est-ce pas, comment est-ce que vous déployez dans ces pays, et je suis très heureux de savoir que le transfert de technologies se fait de manière succincte, ce que vous venez d'évoquer. Alors tout à fait. D'abord, nos filiales dont je parlais tout à l'heure sur les pays sont essentiellement staffées par du personnel africain. On a très peu on a peut-être 2 Français en Afrique, le reste c'est des Africains qui sont dans nos filiales. On a dans chaque filiale, enfin pas dans toute chaque filiale, mais on a sur l'Afrique à la fois des composantes de déploiement de projets, des pôles d'ingénierie pour designer et concevoir les projets, et des pôles commerciaux pour adresser les différents clients. Donc ça, c'est quand on fait nos projets. Après, dans le cadre de projets publics, souvent, il y a une partie formation des entités publiques qui vont réceptionner les projets. Et typiquement, aujourd'hui, on est en train de faire une centrale solaire de 30 MW au Niger. À la fin de cette centrale là, qui va être inaugurée prochainement, on va avoir tout un programme de formation de toutes les entités de la Nigélec. Et donc, ça se fait sur tous les programmes qu'on a. Bien sûr, on ne laisse pas un projet. En plus, nous, on est présent dans les périphéries, on est présent pour longtemps dans les pays. Donc, on n'a pas intérêt à avoir un projet qui périclite après parce qu'il est mal entretenu, mal maintenu, et ainsi de suite. Et on est toujours en support derrière, que ce soit à la fois pour faire des extensions du projet ou pour venir résoudre des problèmes techniques un peu importants. Ok, merci M. Chauvelin. Voilà, je vais aller, n'est-ce pas, poser la même question à M. Hénin, voilà, qui est responsable, qui est directeur général de Gomis, Power Networks, pour qu'il essaye, n'est-ce pas, de m'expliquer les écueils, les opportunités, l'offre qu'il a eue dans des différents pays dans lesquels il a intervenu, et aussi qu'il essaie de m'indiquer, n'est-ce pas, le transfert des technologies, parce que c'est très important. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. C'est un plaisir de participer dans cet événement et le panel. Gomir Power, nous sommes développeurs et opérateurs de mini-grid micro-réseaux. Nous sommes actifs en fait en RDC depuis 4-5 ans et je crois qu'il y a 3 aspects. D'abord, je vais renforcer les points qui ont été faits de l'importance du soutien du secteur public, de l'importance d'avoir un cadre pour le secteur et aussi l'importance d'un dialogue continu pour que justement les technologies dans le secteur évoluent assez rapidement. Il y a aussi le côté business model qui évolue aussi et c'est important que justement ce soutien, les cadres prennent compte des développements dans le secteur et puissent soutenir les compagnies et les investissements. Deuxièmement, je veux renforcer, on parle du potentiel
c'est clair qu'en RDC, il y a un besoin qui a été articulé, et ce besoin, c'est l'opportunité. Il y a un besoin d'abord d'investissement, parce qu'en fait, tous les projets qu'on fait en termes solaires, mais les autres renouvelables, batteries, c'est du CAPEX, c'est de l'investissement. Et là, il y a deux problèmes. D'abord, l'accès au financement, qu'on trouve sur presque tous les projets, et aussi les taux de financement. Et pour moi, la vraie opportunité en RDC, c'est que pour les investisseurs, et surtout les investisseurs d'impact, il y a pas un autre pays où si vous investissez 5 millions, vous aurez l'impact que vous l'aurez en RDC. Un besoin tel, on voit, nous travaillons dans une ville, Mbandaka, on établit une zone d'économie à base d'un système solaire-batterie, et justement, ça fait au moins plusieurs années qu'il n'y a pas d'énergie centrale, et avec ça, il y a très peu d'activités formelles. En fait, ce que ça veut dire, c'est que les résidents de cette ville, ils doivent payer les taux les plus élevés pour leur énergie. Ils n'ont pas accès à une chaîne de froid, ils n'ont pas accès aux produits. Alors, ils payent un surplus sur le reste du monde pour leurs services. Et c'est vraiment ça l'opportunité dans des communautés qui sont importantes et qui ont des besoins très importants. En termes des transferts des technologies et des business models, c'est clair que toute la technologie est là. Elle est disponible. Besoin et la formation des mondes en RDC. Nous aussi, nos équipes sont locales. On cherche même à avoir les équipes basées à Mbandaka. Notre modèle, c'est justement de former, d'avoir des équipes permanentes sur nos sites. Parce que justement, c'est pour avoir le niveau de service requis pour le okay. Là, c'est pas possible d'avoir un ingénieur venant de Kinshasa sur site ou même encore d'Europe ou autre part en Afrique. Il faut que les équipes soient formées sur site et on les comprend. Merci, M. Arnaud Hénin. Merci beaucoup. Un tonnet d'applaudissements pour M. Hénin. Merci beaucoup. Voilà. Je pense que nous avons encore 15 minutes. Nous sommes dans les clous. Alors, excusez-moi, M. Harry, j'ai perdu la notion de temps. Nous avons 5 minutes. Alors, nous allons devoir nous adresser à la salle. Ceux qui ont des questions, ceux ou celles qui ont des questions, merci de bien vouloir les poser au Padélis. Merci. Qui a besoin de poser une question? Des questions, s'il vous plaît? Tout est beau alors, il n'y a pas de questions. Tout a été clair. Alors, si tout a été clair, pourquoi est-ce que l'Afrique centrale traîne, n'est-ce pas, à se développer dans le secteur des là? Ça veut dire qu'il faudrait que les investisseurs comprennent, ça veut dire que le message est passé, et on attend que les investisseurs, n'est-ce pas, puissent investir, si je peux vous permettre de le répéter, en Afrique centrale. Parce que, comme je vous ai dit à l'entame de mon discours, l'Afrique centrale, c'est le parent pauvre des investissements. L'Afrique centrale, contrairement à l'Afrique de l'Est. Donc, si tout est clair, je dis bravo, et puis applaudissements pour le panéliste, et puis on clôture le temps. Monsieur Harris, je vous repasse le micro, et puis, je ne sais pas si on va faire une photo.